Il est le génie colossal dont la guitare, la Red Special faite maison, a tracé un chemin à travers l'histoire du rock et dont les harmonies ont transformé des foules de stades en chœurs. Brian May, le physicien devenu superstar, a affronté chagrin, triomphe et tragédie avec une résilience silencieuse que peu pourraient imaginer. D'un douloureux éloignement avec son propre père à une vie consacrée à la protection de la faune, son histoire est une symphonie complexe de science, de musique et de lutte personnelle profonde. Aujourd'hui, à 77 ans, il se confie enfin sur les choix et les regrets qui l'ont façonné et révèle une facette de lui-même bien au-delà de la légende que nous pensions connaître, repousser les limites avec 6 cordes. Brian Harold May est né le 19 juillet 1947 dans la modeste Gloucester House Nursing Home à Hampton Hill, un coin tranquille du Middlesex près de Twickenham. Ses parents, Ruth Irving et Harold May, s'étaient de marier un an plus tôt, en 1946, à Moulins, en Écosse, dans le Perthshire, espérant construire ensemble un avenir meilleur après les ravages de la guerre. Harold, dessinateur qualifié travaillant pour le ministère de l'Aviation, était un homme méthodique et pratique, qui valorisait l'éducation et la stabilité avant tout. Ruth, douce et écossaise, éleva leur fils unique avec chaleur et calme, même si les attentes strictes d'Harold traçaient discrètement le chemin de l'enfant. Dès le début, Brian semblait promis à l'excellence. À l'école primaire publique de Hanworth Road, il impressionna ses professeurs et à 11 ans, il obtint une bourse pour intégrer le Hampton Grammar School. Là, il décrocha 10 GCE Ordinary Levels et 3 A-Levels en physique, mathématiques et mathématiques appliquées, un exploit remarquable dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Son admission à l'Imperial College de Londres pour étudier la physique paraissait être la récompense parfaite des sacrifices d'Harold. La preuve que son fils s'élèverait au-dessus de ses origines modestes pour construire une carrière solide et respectable. Mais parallèlement à ce génie académique, brûlait une passion qu'aucun de ses parents ne comprenait vraiment. Depuis son enfance, Brian était fasciné par la musique, irrésistiblement attiré par la guitare. Avec une ingéniosité héritée de son père, il rêvait non seulement d'en jouer, mais de la fabriquer de ses propres mains. Ainsi, à partir de 1963, le père et le fils entreprirent ce qui aurait dû être leur projet de rapprochement ultime. Pendant 2 ans, ils travaillèrent ensemble à construire une guitare artisanale exceptionnelle, réutilisant du chêne provenant d'une cheminée du 19e siècle, des boutons de nacre récupérés sur un vieux manteau et des pièces de vélo pour créer ce qui deviendrait la légendaire Red Special. Ce fut une œuvre d'ingéniosité et d'amour, mais tragiquement, elle allait aussi devenir le symbole d'une rupture douloureuse. À mesure que Brian développait son talent sur sa guitare faite maison, il commença à entrevoir un monde au-delà des manuels et des amphithéâtres. L'appel de la musique devint irrésistible et dès 1968, il répétait avec Tim Staffell et Roger Taylor dans un groupe qu'ils appelèrent Smile. Harold observait cela avec un désarroi grandissant. Il avait tant sacrifié pour soutenir les rêves académiques de Brian, persuadé qu'un solide diplôme en physique garantirait à son fils une vie honorable. Lorsque Brian choisit plutôt de poursuivre la gloire du rock, Harold y vit une trahison impardonnable. Il considérait cette décision comme un acte d'autosabotage insensé, un gaspillage de toutes ses longues heures à l'aider dans ses devoirs et à financer un avenir qui aurait dû se terminer par une blouse de scientifique, pas un pantalon en cuir. Même lorsque Queen connut une ascension fulgurante, scellée par l'arrivée de Freddie Mercury en 1770 et de John Deacon en 1771, formant la formation immortelle, Harold refusa toujours de donner sa bénédiction. Leur relation sombra dans un froid profond, au moment même où les rêves de Brian se réalisaient à l'échelle mondiale. Le tube de 1975 du groupe, Bohemian Rhapsody,
produit avec Roy Thomas Baker, réécrivit toutes les règles du rock, fusionnant opéra, hard rock et ballades lyriques en un seul hymne audacieux. Les harmonies de guitare superposées de Brian et sa voix puissante contribuèrent à en faire un chef-d'œuvre unique en son genre. Pourtant, derrière les feux d'artifice, Brian ressentait toujours un vide douloureux. Harold, le même homme qui avait autrefois minutieusement limé les frettes de la Red Special, refusait désormais d'accepter que le succès musical de son fils soit réel ou significatif. Tout au long de l'ascension fulgurante de Queen dans les années 1970 et au-delà, Brian porta ce fardeau avec lui, la conscience d'avoir déçu le père qu'il avait tant admiré. En public, il apparaissait comme le génie réservé et poli de la guitare, pilier du son du groupe, mais en privé, il avouait se sentir écrasé par le rejet d'Harold. Des années plus tard, Brian décrivit avec une douloureuse honnêteté comment cette séparation le hantait, comment il avait espéré en vain un signe d'approbation. Le lien qu'ils avaient construit dans un atelier de banlieue autour de leur guitare artisanale ne guérit jamais vraiment avant la mort d'Harold en 1991, laissant à Brian ce qu'il appellera une tristesse à vie qu'aucun rappel de stade ne pourrait effacer. Survivre à l'amour, à la perte et au poids de la célébrité. Au milieu des années 1970, Brian May se tenait au sommet d'un rêve que tant d'autres n'avaient fait qu'imaginer. Queen s'était transformé en l'un des plus grands spectacles rock live que le monde ait jamais vu, de l'audace sonore de Night at the Opera à des concerts inoubliables comme leur légendaire performance au Live Aid en 1985. Au milieu du chaos de la célébrité, Brian tenta de s'accrocher à quelque chose de simple et authentique. Une famille. En 1976, il épousa Christine Mullen, une femme discrète et chaleureuse qui avait fait partie de sa vie avant qu'il ne soit happé par la gloire. Ensemble, ils eurent 3 enfants. James, né le 15 juin 1978, suivi de Louisa le 22 mai 1981, puis Emily Ruth le 18 février 1987. Brian a toujours affirmé que le rôle d'époux et de père était la partie la plus profonde de son identité, bien plus forte que n'importe quelle couverture de magazine ou clameur de stade. Pourtant, la vie même qui lui avait apporté l'adoration du monde entier rendait ce bonheur familial douloureusement difficile à préserver. Les tournées surchargées de Queen l'éloignaient de chez lui pendant des mois, et il reconnut plus tard que le mariage avait étonnamment résisté à ces séparations incessantes pendant un temps. La tragédie, expliqua-t-il, fut que lorsqu'il rentrait enfin chez lui, quittant la scène pour retrouver une vie ordinaire, il n'arrivait pas à se réadapter. Le contraste entre être un dieu du rock devant des foules en délire et être un père qui emmène ses enfants à l'école le matin ou partage des dîners du dimanche était trop brutal. Dans une interview accordée en 1998 à OK Magazine, Brian révéla avec une honnêteté désarmante comment ces fissures étaient apparues. Il décrivit la sensation d'être une coquille vide, peinant à se rappeler comment simplement être présent auprès des siens. Il y eut des moments, avoua-t-il, où il se regardait dans le miroir et ne reconnaissait même plus l'homme qui lui faisait face. Le mariage avec Christine prit fin en 1988, refermant un chapitre douloureux, même si Brian resta un père dévoué, quoique rongé par la culpabilité, pour James, Louisa et Emily Ruth. Durant ces dernières années troublées de son mariage, une autre présence entra discrètement dans la vie de Brian. En 1986, il rencontra l'actrice Anita Dobson, connue pour son rôle dans EastEnders. Anita était forte, indépendante et compatissante, quelqu'un qui voyait Brian non pas uniquement comme le guitariste légendaire de Queen, mais comme un homme complexe et blessé. Leur amitié devint plus profonde, apportant à Brian un puissant sentiment d'espoir et de compréhension à un moment où il perdait toute confiance en l'amour. Anita devint sa muse à bien des égards. La force brute et irrésistible de l'hymne de Queen en 1989, I Want It All,
s'inspira fameusement de son esprit intrépide, et Brian lui attribua le mérite de lui avoir rappelé qu'il était plus grand que son chagrin. Après plus de 10 ans à affronter les rumeurs, la jalousie et le regard du public, Brian et Anita se marièrent le 18 novembre 2000. Leur lien, mis à l'épreuve par des années de bouleversements et de transformations personnelles, s'est révélé remarquablement solide. Anita fut à ses côtés durant certaines des heures les plus sombres de Brian, y compris l'une des plus grandes pertes de sa vie: la mort de Freddie Mercury en novembre 1991. Freddie n'était pas seulement un collègue de scène, il était un partenaire créatif et un ami cher. Le perdre, c'était comme perdre une partie de lui-même. Pour aggraver cette douleur, Brian perdit aussi son père Harold en 1991, un double coup qui faillit le briser. Face à tant de deuil, Brian se réfugia dans ce qu'il appelait sa thérapie autoprescrite: travailler. En 1992, il s'attela à terminer le dernier album de Queen, Made in Heaven, utilisant les ultimes enregistrements vocaux de Mercury. Dans le même temps, il se lança dans sa propre voix en solo, déversant toute sa douleur non résolue dans son premier album, Back to the Light. La musique, confia-t-il plus tard, était la seule bouée à laquelle il pouvait se raccrocher lorsque le poids de la perte devenait insupportable. Sa résilience, forgée durant ces mois impossibles de 1991 et au-delà, révéla quelque chose de profond chez Brian May. L'homme qui avait craint d'avoir échoué comme mari et comme fils montra qu'il pouvait se reconstruire grâce à l'amour d'Anita, à la dévotion de ses enfants et à la musique qu'il avait soutenue à travers chaque chagrin et chaque triomphe. Peu importe combien de stades il avait conquis, les plus grandes victoires de Brian resteraient toujours sa capacité à aimer, à créer et à survivre, ressusciter Queen, se redéfinir. Lorsque les applaudissements se sont tus à la fin des années 1990, Brian n'a pas disparu. En réalité, il a évolué. Après une brève tournée de réunion sous la bannière de Queen avec Paul Rogers, du groupe Free, entre 2005 et 2009, il a réinventé Queen une fois de plus avec un nouveau chanteur audacieux. En 2009, après être apparu avec les finalistes d'American Idol Adam Lambert et Chris Allen, Brian et Roger Taylor remarquèrent une étincelle surprenante dans la voix et la présence d'Adam. La chimie était indéniable. Au MTV Europe Music Awards 2011, Queen joua un court set avec Lambert qui électrisa le public, semant les graines d'une nouvelle ère. En 2012, ils annoncèrent une tournée européenne remplissant le Hammersmith Apollo 3 soirs d'affilée avant d'enchaîner avec des concerts en Ukraine, en Russie et en Pologne. Leur collaboration ne fit que se renforcer. En 2014, ils conquirent l'Amérique du Nord lors de 19 dates, puis traversèrent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avant de revenir en Europe en 2015. Lorsqu'ils revinrent au Rock in Rio cette même année, c'était une sorte de retour aux sources, faisant écho à leur performance iconique 3 décennies plus tôt. La volonté de Brian d'embrasser le changement tout en honorant l'héritage de Queen lui valut un nouveau respect. Bien loin de simplement exploiter la nostalgie, lui et Taylor trouvèrent le moyen de redonner vie aux chansons tout en guidant Adam Lambert vers sa propre puissance scénique. L'élan du groupe les mena à une résidence à Las Vegas en 2018, puis à une performance historique pour le jubilé de platine d'Elizabeth II en 2022, où Brian joua depuis le Victoria Memorial, dans le cadre d'un spectacle suivi dans le monde entier. À travers tout cela, les harmonies caractéristiques de Brian et la voix rugissante de sa Red Special continuèrent de traverser les années, preuve que la grande musique ne vieillit jamais vraiment. Bien qu'aucun projet d'album studio ne soit annoncé, Brian a laissé la porte ouverte, suggérant que Queen plus Adam Lambert pourrait encore surprendre le monde un jour. C'est la marque d'un homme qui ne cesse jamais vraiment de créer, même lorsque d'autres s'attendent à ce qu'il se repose. Combattre ses démons et défendre la vie sauvage. Malgré tous ses triomphes publics, Brian May n'a jamais hésité à révéler l'obscurité qui le hantait,
Dans des interviews, il a parlé avec une honnêteté frappante de périodes de dépression écrasante, notamment à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il a admis qu'à son point le plus bas, il avait même envisagé de mettre fin à ses jours, rongé par la culpabilité de son mariage raté et anéanti par la perte de Mercury et de son père. Pourtant, Brian trouva un sens à sa vie au-delà de la musique. Défenseur des animaux depuis toujours, il fonda le Save Me Trust en 2010, militant passionnément pour protéger les blaireaux des abattages gouvernementaux et les renards de la chasse. Sa compassion allait bien au-delà des slogans. Il travailla aux côtés des agriculteurs, lança des campagnes et investit ses propres ressources dans une vision de coexistence entre les humains et la faune. En 2012, il acheta même un terrain dans le Dorset pour le réensauvager, y plantant plus de 100 000 arbres afin de créer le Maze Wood, un sanctuaire florissant pour d'innombrables espèces. En mars 2012, il prêta sa voix à un rapport du Bow Group s'opposant à l'abattage massif des blaireaux, arguant qu'aucune science n'avait jamais réellement prouvé que les blaireaux transmettaient la tuberculose bovine aux bovins. Son engagement fit sensation dans le monde entier avec le documentaire de la BBC en 2024, The Badgers, The Farmers and Me, où Brian s'allia aux agriculteurs pour explorer de meilleures solutions dans la lutte contre la tuberculose bovine. À ce stade, il avait bâti une réputation non seulement de héros de la guitare, mais aussi de voix morale pour les animaux sans défense. Quand on lui demanda s'il voulait être davantage retenu pour Queen ou pour la science, Brian déclara un jour à la BBC qu'il espérait que son travail pour le bien-être animal serait son véritable héritage. Ce fut un aveu saisissant de la part d'un homme dont les riffs avaient défini une génération. Mais cela faisait parfaitement sens pour quelqu'un qui avait toujours davantage recherché l'harmonie, sous toutes ses formes, que la simple gloire. Défier la mort avec la science et l'esprit. Même au sommet de sa gloire, Brian May n'a jamais laissé l'orbite étourdissante de la célébrité rock l'éloigner trop longtemps des étoiles elles-mêmes. Dès sa jeunesse, il nourrissait une fascination pour le cosmos, étudiant les mathématiques et la physique à l'Imperial College de Londres et entamant même des recherches doctorales au début des années 1970, avant que Queen ne l'entraîne dans une aventure musicale extraordinaire. Cette thèse inachevée allait rester de côté pendant des décennies, le temps qu'il parcourt le monde, mais Brian ne l'abandonna jamais vraiment. En 2007, à l'âge de 59 ans, il retourna à l'Imperial College et termina enfin son doctorat en astrophysique portant sur les mouvements de la poussière interplanétaire. Pour un homme qui avait déjà changé l'histoire de la musique, contribuer en plus à la compréhension scientifique de notre système solaire relevait de l'exploit. Son travail académique dépassa largement le cadre des amphithéâtres. Brian collabora ensuite avec la NASA en tant que collaborateur scientifique pour la mission New Horizons, qui livra en 2015 des images à couper le souffle de Pluton. Plus tard, il participa aussi au projet OSIRIS-REx, ambitieux programme de collecte et de retour d'échantillons d'astéroïdes depuis Bennu, aidant à enrichir les connaissances humaines sur l'origine de notre système solaire. Ces réalisations lui valurent un hommage rare, un astéroïde baptisé officiellement 52 665 Brian May, en reconnaissance de ses accomplissements scientifiques et artistiques. Pourtant, malgré tout son génie, Brian ne put échapper aux limites du corps humain. En mai 2020, le monde fut choqué lorsqu'il révéla avoir survécu à ce qu'il appela une crise cardiaque à 2 doigts de la mort. Après de terribles douleurs thoraciques, il découvrit qu'il avait 3 artères dangereusement bouchées et fut transporté d'urgence en chirurgie pour recevoir 3 stents permettant de rétablir la circulation. Il avoua par la suite que cette expérience l'avait profondément bouleversé, d'autant plus qu'il se considérait comme en bonne santé, ni alcool, ni tabac, exercice régulier, et avait pourtant été frappé par une maladie cardiaque.
Pendant sa convalescence, il parla avec franchise de cette frayeur mortelle, exprimant toute sa gratitude envers les équipes médicales qui lui avaient sauvé la vie. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. En mai 2024, alors qu'il se préparait pour un nouveau chapitre avec Queen plus Adam Lambert, Bryan subit ce que les médecins qualifièrent de AVC mineur. Sans prévenir, il perdit le contrôle de son bras gauche, un cauchemar impensable pour un guitariste dont les mains sont les outils vitaux. Transporté à l'hôpital Frimley dans le Surrey sous les gyrophares, il fut pris en charge par une équipe qu'il remercia pour sa réactivité et ses soins attentifs. Son rétablissement n'était pas garanti, et il avoua sur les réseaux sociaux avoir réellement craint de ne plus jamais pouvoir rejouer de la guitare. Pour un autre, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Bryan, fidèle à la résilience qui a marqué chaque chapitre de sa vie, travailla patiemment à récupérer ses forces. En quelques jours, il publia une vidéo où il bougeait de nouveau ses doigts et déclarait, avec cette pointe d'humour typique, qu'il pouvait encore jouer. Les médecins lui ordonnèrent du repos, sans stress, et lui interdirent provisoirement les tournées ou même les voyages en avion pour éviter toute complication supplémentaire. Malgré le drame de ses crises de santé, Bryan refusa de s'apitoyer sur son sort. Il insista auprès de ses fans pour qu'ils ne lui témoignent pas trop de compassion, craignant que cela ne encombre sa boîte de réception et détourne l'attention de sa gratitude d'être encore en vie. À la place, il se plongea dans des loisirs plus doux, comme sa passion de toujours pour la stéréophotographie, et continua à militer pour la cause animale via son association Save Me Trust et d'autres campagnes. Même après avoir affronté la terrifiante fragilité de son cœur et de son cerveau, l'esprit d'exploration de Bryan, qu'il soit musical, scientifique ou humanitaire, ne s'est jamais éteint. L'histoire de la vie de Brian May se lit comme un opéra rock, rempli de sommets incroyables, de douleurs profondes et de retours audacieux. De la construction de sa propre guitare adolescent à ses concerts devant des millions de personnes, tout en trouvant le temps de décrocher un doctorat et de défendre les animaux, il a fait preuve d'une détermination exceptionnelle. Après avoir entendu tout cela, quelle partie du parcours de Brian May vous inspire le plus? Dites-le-moi dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires.